Le matin du 28 février 2026, les écrans du monde entier se sont allumés avec des alertes urgentes. Des images floues, capturées par des drones et des satellites, montraient des explosions illuminant le ciel nocturne au-dessus de Téhéran et d'autres villes iraniennes clés. Israël, sous la direction de Benjamin Netanyahou, et les États-Unis, menés par Donald Trump, venaient de lancer une opération militaire conjointe d'une ampleur inédite contre l'Iran. Les cibles incluaient des sites nucléaires, des bases militaires, et comme on l'a appris rapidement, des résidences de hauts dirigeants. Parmi les nouvelles les plus choquantes, la confirmation de la mort du guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei. Les autorités israéliennes et américaines n'ont pas tardé à revendiquer cette élimination comme un coup décisif. Netanyahou avait apparemment convaincu Trump que supprimer Khamenei serait la clé pour mettre un terme rapide au conflit, pour instaurer un changement de régime et stabiliser la région. Il présentait cela comme une victoire stratégique, une fin de partie pour le régime théocratique iranien. Mais les événements qui ont suivi ont vite transformé cette assurance en un scénario cauchemardesque. La réponse iranienne n'a pas attendu. Moins de quelques heures après les premières frappes, les sirènes d'alerte ont retenti dans plusieurs pays du Moyen-Orient. Des salves de missiles balistiques et de drones ont été lancés depuis l'Iran, touchant non seulement Israël où des villes comme Tel Aviv et Jérusalem ont rapporté des impacts sur des infrastructures civiles et militaires, mais aussi des nations voisines qui n'étaient pas directement impliquées. Le Qatar a vu ses installations gazières et pétrolières endommagées, avec des fumées noires s'élevant au-dessus de Doha. Aux Émirats arabes unis, Dubaï et Abu Dhabi ont été survolés par des projectiles, certains frappant des tours emblématiques et des aéroports internationaux, causant des scènes de panique parmi les résidents et les touristes. Bahreïn, hôte de la VE flotte américaine, a subi des attaques sur sa base navale, avec des rapports de navires endommagés et de personnel blessé. Même des pays comme le Koweït et Oman ont signalé des incidents mineurs, comme des débris tombant du ciel. Les bilans préliminaires parlaient de dizaines de blessés, de quelques morts confirmées, et d'une perturbation massive des chaînes d'approvisionnement en énergie. Qui aurait pu imaginer des missiles iraniens planant au-dessus des gratte-ciels scintillants de Dubaï, ou des explosions résonnant dans les quartiers calmes de Manama à Bahreïn? Cette riposte a dépassé toutes les simulations et prévisions des experts militaires, transformant une opération ciblée en une escalade régionale incontrôlable. Cette décision d'éliminer le guide suprême évoque immédiatement une leçon tirée d'un ouvrage classique sur la stratégie et le pouvoir, les 48 lois du pouvoir de Robert Greene, et si je me trompe sur le nombre exact, n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires. Dans ce livre, Greene raconte une histoire captivante de la Chine antique, à l'époque de la transition entre la dynastie Qin et la dynastie Han. C'est une période de chaos, de guerres intestines et d'ambitions démesurées. Deux figures centrales émergent, Xiang Yu, un général issu d'une famille noble, un guerrier aguerri, respecté pour ses prouesses sur le champ de bataille et sa maîtrise des tactiques militaires. Face à lui, Liu Bang, un homme d'origine bien plus humble, un paysan devenu leader, sans l'expérience formelle de Xiang Yu, mais doté d'un charisme exceptionnel. Liu Bang excelle à motiver ses troupes, à inspirer une loyauté inébranlable et à forger des alliances avec d'autres factions. Ensemble, ces deux hommes unissent leurs forces pour renverser la dynastie Qin, un empire oppressif qui s'effondre sous le poids de leurs assauts combinés. Mais une fois la victoire acquise contre l'ennemi commun, la rivalité éclate au grand jour. Les deux chefs se disputent le contrôle de la Chine unifiée. Lors d'une bataille décisive, connue sous le nom de bataille de Gexia ou une confrontation similaire dans les chroniques historiques, Xiang Yu parvient à encercler complètement Liu Bang et ses forces. La situation est désespérée pour Liu Bang, ses troupes sont épuisées, ses ressources limitées, et Xiang Yu pourrait l'anéantir en un clin d'œil. Pourtant, contre toute attente, Xiang Yu choisit de ne pas porter le coup fatal. Était-ce de la pitié pour un ancien allié? De l'arrogance, en sous-estimant la menace que représentait encore Liu Bang? Ou peut-être une forme de code d'honneur mal placé? Quelle que soit la raison, il épargne la vie de son rival, lui accordant un répit inattendu. Cette décision se révèle être une erreur monumentale, une faille stratégique qui scelle le destin de Xiang Yu. Liu Bang, loin d'être brisé par cette défaite temporaire, utilise ce sursis à son avantage. Il se retire, regroupe ses forces dispersées, renforce son armée avec de nouveaux recrues motivés par son leadership inspirant. Il tisse des alliances plus larges, ralliant des seigneurs de guerre hésitants et des populations locales à sa cause. Avec le temps, il lance une contre-offensive méthodique et implacable. Les batailles s'enchaînent, et finalement, à la bataille de Gexia, c'est Xiang Yu qui se retrouve acculé. Désespéré, isolé, sans alliés fidèles, il choisit de se suicider plutôt que de se rendre.
Liu Bang émerge victorieux, fonde la dynastie Han, qui deviendra l'une des plus influentes et durables de l'histoire chinoise, marquant des siècles de prospérité et d'innovation. Tout cela découle d'une simple clémence, ne pas avoir éliminé complètement un rival quand l'occasion était là. Green utilise cette anecdote pour illustrer une loi du pouvoir. Pour neutraliser une menace, il faut l'éradiquer totalement, sans laisser la moindre étincelle de vie qui pourrait se transformer en brasier de vengeance. À première vue, l'action de Trump et Netanyahou semble appliquer cette loi à la lettre. En supprimant Khamenei, il visait à couper la tête du régime iranien, à éteindre définitivement la menace. Mais en creusant un peu plus, en analysant les dynamiques sous-jacentes, on réalise que cette décision représente l'une des erreurs stratégiques les plus graves qu'ils aient pu commettre dans ce contexte géopolitique complexe. Avant de plonger dans les détails, permettez-moi de clarifier un point essentiel. Cette analyse n'est pas motivée par un parti pris idéologique ou politique. Je ne défends aucun régime ici. Chaque système de gouvernement a ses défauts profonds, ses injustices et ses critiques légitimes. Parmi les Iraniens que je connais personnellement, des amis, des collègues, des personnes ordinaires, beaucoup expriment une frustration ouverte, voire une opposition farouche, envers leur propre régime. Ils parlent de restrictions sur les libertés, de répression et d'un système qui ne reflète pas toujours les aspirations du peuple. Mais pour cette discussion, mettons de côté les jugements moraux et adoptons une perspective purement stratégique, comme un analyste militaire ou un historien étudiant les leçons du passé. Le principe que Green énonce, éliminer son rival de manière radicale pour éviter toute résurrection, est puissant, mais il s'applique principalement dans un contexte où l'on opère à l'intérieur d'un système que l'on contrôle pleinement. Si vous supprimez un concurrent interne, vous pouvez anticiper et gérer les répercussions, les remous au sein de votre propre organisation. Imaginez laisser un rival à 10% de sa force. Cette petite étincelle d'espoir, ou pire, de vengeance, peut s'embraser en un incendie dévastateur. Pour illustrer cela, je me souviens d'un documentaire fascinant que j'ai vu il y a des années sur Arte, dédié à la mafia sicilienne et à l'un de ses figures les plus redoutées, Toto Riina, surnommé la Bête ou le Fauve. Cet homme a régné sur Cosa Nostra pendant plus de 20 ans, semant la terreur en Sicile avec une violence impitoyable. Arrêté en 1993 après une longue traque, il apparaît lors de son procès comme un vieil homme voûté, affaibli par la maladie, depuis sa cellule de la prison de Parme. Mais derrière cette apparence fragile se cache le mafieux le plus sanguinaire de l'histoire sicilienne. Riina est accusé d'avoir commandité plus de 150 homicides, des juges aux rivaux en passant par des civils innocents. Dans le documentaire, un ancien lieutenant de Riina témoignait de manière anonyme, le visage masqué, la voix déformée, et même des années après la mort de Riina, il avouait encore en avoir peur. Ce témoin révélait un aspect clé du pouvoir de Riina. Il n'hésitait pas à éliminer sans la moindre émotion non seulement ses ennemis extérieurs, mais surtout ceux de son cercle intime. Pourquoi se montrer si impitoyable envers ses propres alliés? Parce que dès qu'un compagnon commençait à gagner en influence, à accumuler du pouvoir, à devenir une figure montante au sein de l'organisation, Riina le percevait comme une menace existentielle à son autorité absolue. Il le supprimait alors sans hésiter, souvent de manière brutale pour envoyer un message clair. Et cela fonctionnait parce que Riina contrôlait le système mafieux de l'intérieur. Il maîtrisait les rouages, les loyautés, les peurs. Éliminer un insider provoquait des tensions temporaires, des murmures de dissentiment, mais il gardait la main mise sur l'ensemble, empêchant toute rébellion organisée. C'était une application parfaite de la loi de Green. Dans un environnement contrôlé, l'élimination totale sécurise le pouvoir. Maintenant, contrastons cela avec un exemple plus récent et tout aussi instructif, venu du Mexique, l'élimination de Nemesio Osgra Cervantes, mieux connu sous le nom d'El Mancho, chef du puissant cartel de Jalisco Nouvelle Génération. Cela s'est produit lors d'une opération militaire audacieuse. Les forces armées mexicaines l'ont capturé vivant, mais il a été blessé gravement et est décédé pendant son transfert en hélicoptère vers Mexico. Immédiatement après l'annonce de sa mort, le chaos a éclaté à travers le pays. Des partisans du cartel ont réagi avec une violence extrême. Des dizaines de voitures ont été incendiées sur les autoroutes, des routes entières bloquées par des barricades enflammées, des attaques contre des postes de police et des installations gouvernementales. Des régions comme Jalisco, Michoacán et même des parties de Mexico ont été paralysées pendant des jours. Les habitants, terrifiés, se terraient chez eux, craignant des représailles indiscriminées. Des interviews locales montraient des citoyens ordinaires disant « C'est bien qu'ils luttent contre ces organisations, mais maintenant, la peur est partout. On ne sait pas comment réagir, ni quoi faire face à cette vague de violence. » Pourquoi un tel désordre?
Parce que le gouvernement mexicain a supprimé un leader dans un système qu'il ne contrôle pas du tout, un réseau externe, décentralisé, avec des factions rivales prêtes à combler le vide du pouvoir. En tuant El Mancho, ils n'ont pas éteint la menace, ils l'ont multipliée. Des luttes intestines ont éclaté au sein du cartel pour la succession, des alliances se sont rompues, et un sentiment de vengeance collective a embrasé les rangs. Le chaos est devenu incontrôlable, avec des effets en cascade sur l'économie, la sécurité publique et même les relations internationales. En opposant l'approche de Riina à élimination interne, contrôlée à celle d'El Mancho élimination externe, imprévisible, on comprend une vérité stratégique fondamentale. Pour faire chuter un régime ou un système comme celui de l'Iran, il faut adapter la tactique au contexte. La règle de Green excelle dans un cadre maîtrisé de l'intérieur. Mais face à un adversaire externe, complexe et résilient, frapper sans stratégie de containment mène droit au désastre. Un autre exemple moderne illustre ce risque, l'affaire entre Vladimir Poutine et Evgeny Prigojine, le chef du groupe paramilitaire Wagner. J'ai d'ailleurs consacré une vidéo entière à ce sujet, si cela vous intéresse, tapez H5 motivation Prigojine dans la recherche, vous la trouverez facilement. Sans entrer dans tous les détails ici, disons que Prigojine, un allié initial de Poutine, a commencé à gagner trop d'influence, à critiquer ouvertement le Kremlin et à menacer l'ordre établi. Poutine, opérant dans un système qu'il domine de l'intérieur, a réagi en marginalisant puis en éliminant cette menace, mais les remous ont été gérables parce que le contrôle était total. Imaginez si cela avait été un acteur externe, le chaos aurait été bien plus grand. Alors, quand on sait que s'attaquer à un système externe comme le régime iranien risque de produire un chaos ingérable, quelle stratégie alternative adopter? C'est là que j'invoque un maître intemporel de la guerre, Sun Tzu, un stratège chinois qui a vécu il y a environ 2500 ans et auteur de L'Art de la guerre, un traité qui reste une référence absolue. Ces principes sont étudiés dans les académies militaires du monde entier, des États-Unis à la Chine, en passant par Israël et l'Iran. Sun Tzu enseigne une idée cruciale, illustrée par une métaphore simple mais puissante. Face à une bête féroce, un tigre blessé, humilié, acculé dans un coin sans échappatoire, il ne faut pas la pousser à l'extrême. Au contraire, laissez-lui une porte de sortie, une issue apparente. Pourquoi? Parce que quand l'animal n'a plus rien à perdre, ses forces se décuplent de manière exponentielle. Il devient imprévisible, désespéré, capable de prouesses surhumaines pour survivre. C'est l'instinct primal, la vie ou la mort. Et cela ne s'applique pas seulement aux animaux, c'est vrai pour un individu, un groupe armé, une nation entière ou un régime politique. Quand ils sentent que leur existence même est menacée, qu'ils sont sur le point d'être effacés de la carte, ils mobilisent toutes leurs ressources, prennent des risques fous, et créent un chaos que personne n'avait anticipé. L'erreur stratégique majeure de Trump et Netanyahou réside précisément là. Ils ont cru qu'en éliminant Khamenei, ils coupaient la tête de la bête, affaiblissant définitivement le régime. Mais le système iranien n'est pas une hydre simple avec une tête unique. C'est un réseau complexe, interconnecté, les gardiens de la révolution islamique ou Pasdaran, une force militaire parallèle à l'armée régulière, avec leur propre économie, leurs armes et leur loyauté fanatique. Ajoutez le corps diplomatique, les clercs religieux influents, les milices pro-iraniennes comme le Hezbollah au Liban ou les Houthis au Yémen, et une population de plus de 80 millions d'habitants, certains estiment même autour de 90 millions aujourd'hui. Corrigez-moi si je me trompe dans les commentaires. Tuer Khamenei n'a pas détruit ce maillage, cela l'a seulement blessé profondément, déclenchant une réaction de survie instinctive. Et ce n'est pas tout. La deuxième blessure, peut-être la plus fatale, vient des déclarations publiques. Quand Trump et Netanyahou annoncent devant les caméras du monde entier qu'ils visent un changement de régime, qu'ils veulent transformer ou même rayer le système iranien, c'est comme fermer toutes les portes à la bête acculée. Le régime se sent existentiellement menacé, sans issue diplomatique, sans possibilité de négociation honorable. Résultat, ses forces se multiplient, elle devient imprévisible et frappe là où on ne l'attendait pas. Les attaques sur les pays du Golfe, Qatar, Émirats, Bahreïn en sont la preuve flagrante. Qui aurait prédit des missiles iraniens survolant les hôtels de luxe de Dubaï ou touchant les champs pétrolifères du Qatar? Cette escalade n'est pas une simple riposte, c'est le désespoir d'un système en mode survie. Trump semblait anticiper un scénario similaire à celui du Venezuela avec Nicolás Maduro, affaiblir un leader clé, isoler le régime et attendre un effondrement progressif sans chaos immédiat. Au Venezuela, les sanctions et les pressions ont affaibli Maduro, mais le régime tient encore, et le chaos est contenu à l'intérieur des frontières. Mais en Iran, c'est différent. Le régime n'est pas mort, il est blessé, furieux, et prêt à tout pour démontrer sa résilience.
Face à une telle bête, la seule voie vers la victoire est de lui offrir une porte de sortie, une échappatoire diplomatique qui permette de désamorcer la tension sans perte totale de face. Quelle forme cela pourrait-il prendre? Peut-être une médiation internationale impliquant des pays neutres comme la Suisse ou Oman, des concessions sur les sanctions économiques, ou un accord sur le nucléaire revisité. Je n'ai pas la solution miracle ici, c'est le rôle des diplomates et des stratèges chevronnés dans ces gouvernements. Mais avec les cerveaux brillants qu'ils ont à leur disposition, une option ingénieuse aurait pu être trouvée pour éviter cette spirale. À ce stade, je dois avouer une de mes limites en tant qu'analyste. Je parle de porte de sortie, mais je ne suis pas un expert en négociations diplomatiques pour en esquisser une précise. Si vous avez des idées, des suggestions basées sur l'histoire ou l'actualité, partagez-les dans les commentaires, cela enrichira la discussion. Mais au-delà de la géopolitique, cette vidéo est un reflet sur l'intelligence humaine en temps de crise. L'erreur de Trump, c'est d'avoir pensé seulement à demain. Khamenei tombe, la guerre s'arrête, victoire déclarée. Peut-être que Netanyahou l'a poussé, exerçant une pression intense, car Trump, au départ, multipliait les déclarations pour éviter un conflit ouvert avec l'Iran. Et soudain, l'opération est lancée, sous le coup de l'urgence ou de l'émotion. Quand on ne voit que jusqu'à demain, on est prisonnier de ses sentiments, la précipitation, la peur de paraître faible, l'impatience de résultats rapides. Un vrai stratège, en revanche, maîtrise ses émotions et pense au demain du lendemain, aux conséquences à long terme, aux réactions en chaîne. Il tire les leçons de l'histoire, de Sun Tzu et sa bête acculée, de Liu Bang qui transforme une clémence en empire, de Riina qui sécurise son pouvoir interne, d'El Manchot dont la mort sème le chaos. Voir clair, c'est anticiper plus loin, avec lucidité. Et pour cela, il faut une qualité essentielle, l'intelligence émotionnelle. Ce n'est pas juste accumuler des connaissances, c'est rester calme, apprendre du passé, et projeter les scénarios futurs sans biais émotionnel. C'est ce qui distingue une décision impulsive d'une victoire durable. Si cette idée vous résonne, écrivez simplement IE dans les commentaires pour intelligence émotionnelle. Parce qu'en fin de compte, surmonter l'impossible ne repose pas sur la force brute ou les armes sophistiquées. C'est une question de clarté d'esprit, de maîtrise de soi, et d'apprentissage constant. Et cela, c'est à chacun de nous de le cultiver, que ce soit dans les grands enjeux mondiaux ou dans nos vies quotidiennes.